Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, 20e journée de Ligue 1 et choc au sommet à Francis Leblay. Choc au sommet entre le 3e de Ligue 1, le Stade brestois. On peut répéter cette phrase à outrance tellement elle paraît surréaliste. Stade brestois qui va recevoir le 2e de Ligue 1, l'OGC Nice. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir Nice toujours parce que ça nous permet de réactiver les liens avec le 4e chroniqueur de l'émission, Sky. Sky, comment ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il y a plus de victoires de Brest cette saison ou plus de participation de ma part à cette émission? Il faudrait faire le compte précis, mais il y a match. Il y a match. Comme je l'ai dit, il y a match et choc au sommet à Leblay. Voilà, tu l'as senti dans la manière dont je l'ai présenté, c'est un match qui est attendu côté brestois, parce que pour nous, c'est presque un match de gala. Le 3e contre le 2e, c'est pas n'importe quoi. Surtout qu'on va pas se mentir, on n'a pas énormément de derby non plus. Est-ce que c'est aussi le cas du côté de Nice? Est-ce qu'on considère que c'est un match à part, un match très important, ou c'est finalement un peu un match comme un autre dans une saison où il restera quand même 13 journées derrière? Non, c'est un match important parce que le 3e contre le 2e, comme tu l'as dit, et on sait que vaut mieux être dans notre position de 2e que dans celle de nos poursuivants, mais l'écart de points n'est pas non plus énorme avec ne serait-ce que la 4e ou la 5e place, avec 6 points d'avance sur Lille. Donc ça pourrait rapidement, en cas de mauvaise performance, voilà, un peu mettre en danger notre place sur le podium. On enchaîne avec la réception de Monaco, donc qui forcément pour nous a un peu plus d'attrait parce qu'il y a le côté derby, mais on a vraiment là deux matchs très très importants avec un match de Coupe de France au milieu face à Montpellier. Mais en fait vous entamez une séquence de matchs qui peuvent vraiment qui peut vraiment derrière conditionner nos ambitions pour la fin de la saison. Si tu perds ces 3 matchs, que tu es sorti de coupe et qu'au lieu d'être 2e, tu es 5e du classement, sans être catastrophique, tu n'as pas la tête dans les étoiles comme si tu gagnes ces 3 matchs-là où tu t'imagines faire le doublé Ligue des Champions, Coupe de France, quoi. Donc non, il n'y a pas le côté prestigieux, on va dire, d'un adversaire. Enfin, mais c'est la même chose pour vous. Si vous recevez Paris ou peut-être Marseille ou je sais pas quel autre club, ça a une saveur différente que recevoir l'OGC Nice. Mais par contre, non, on est bien conscient de l'extrême importance de ce match. On reviendra sur le Brest-Nice après, mais justement, puisque tu as abordé le sujet, c'est quoi au juste les ambitions de l'OGC Nice cette saison et surtout après ce début de saison? Les ambitions de l'OGC, de toute façon, c'est d'être européen. C'est des ambitions chaque saison. Voilà, je pense que notre club est programmé aujourd'hui pour évoluer quelque part entre la 4e et la 7e place. Il y a des saisons où ça se passe moins bien. Tu termines 8e, 9e, t'es pas européen, c'est un échec. Et globalement, derrière les mastodontes du championnat, Paris, Marseille, Monaco, on est dans ce standing de club. Je nous mettrais équivalence avec, on va dire, Lille, Rennes, Lens quand ça fonctionne bien, un peu au-dessus d'un club comme le Stade de Reims, même s'ils travaillent très bien, ils sont toujours dans ces positions-là. Mais voilà, c'est un peu dans ce pool-là de clubs. Après, on va pas se mentir, de la même manière que de votre côté, plus les journées avancent, plus la fin du championnat s'approche et que vous êtes toujours devant, l'appétit vient en mangeant. Tu commences à regarder un peu plus les écarts de points derrière toi, à faire un peu plus de simulation, de te dire ouais, c'est vrai que la Conference League en début de saison, on aurait signé pour ça, mais maintenant qu'on est là, peut-être que l'Europa League c'est mieux. Et au soir de la 30e journée, si on est toujours dans la même position de 2 et 3, tu seras déçu si tu rates la Ligue des Champions. Donc voilà, pour l'instant, nous, notre objectif, c'est toujours d'être européen. Comme n'importe quel supporter, si tu es qualifié directement pour une Coupe d'Europe et que tu évites une élimination en barrage, t'es encore plus heureux forcément. Mais on n'en est pas encore à se dire et à se voir en Ligue des Champions. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long et j'ai l'impression qu'il faut mettre du monde sur ce chemin parce que Nice est 2e de Ligue 1, mais c'est un point de vue, tu peux me contredire, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression que ça déchaîne
pas les passions à Nice. Pas l'impression que le fait d'être deuxième fasse remplir le stade, qu'on parle beaucoup de Nice dans les médias, ou même, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande ferveur comme il y avait pu avoir il y a quelques saisons avec le Nice de Favre. Le stade, c'est un autre problème. Je te répondrais même qu'il se remplit plutôt bien plutôt bien cette saison. C'est un problème de créer une génération de supporters. Voilà, aujourd'hui, on est quand même à plus de 20 000 spectateurs d'affluence moyenne. C'est peut-être pas énorme par rapport à certaines villes qui font stade plein tout le temps, mais tu es dans la moyenne plus des clubs de Ligue 1. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, quand on était au Stade du Rail, sa capacité, c'était 15 000, 17 000 personnes. Et moi, je l'ai vu plein 2 fois dans ma vie de supporter. Donc, on était plutôt sur des moyennes de 8 000 personnes. Donc, tu as déjà quasiment triplé ton affluence moyenne en 10 ans. C'est pas négligeable. Alors oui, tu es la 5e ville de France, tu as un certain bassin de population. Tu es deuxième, tu devrais faire un peu plus le plein, mais on a fait beaucoup d'affluence à 25 000 qui, je pense, de manière réaliste, est notre potentiel public hors match face au PSG ou grand match de Coupe d'Europe. Voilà, on a un public qui est pas toujours très fidèle. Par contre, forcément, la manière interroge aussi. On va pas se mentir, on ne s'enflamme pas non plus sur le spectacle qui est proposé sur le terrain. Peut-être que pour des supporters les plus exigeants, voilà, on est parfois absent parce que on se régale pas non plus au stade très, très clairement. Tu citais ce que faisait Lucien Favre il y a quelques années. Alors bon, le premier passage, parce que le deuxième a été malheureusement catastrophique pour plein de raisons différentes. Il y a peut-être un peu de ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a un certain manque d'enthousiasme. Et tu l'entends dans ma voix, je suis content d'être deuxième, mais je suis en train de te parler de regarder derrière davantage que devant, alors qu'en fait, il y a le même écart avec le PSG premier qu'avec Lille qui est 5e, parce qu'en fait, tu sens que cette équipe, ça tient, ça repose sur une défense extrêmement, extrêmement solide, qu'on marque très peu de buts, donc à tout moment, ça peut mal se goupiller, et que parler pendant des heures des principes de jeu appliqués par Francesco Farioli, parce qu'on n'est pas juste une équipe qui bétonne et qui joue en contre. Ça a été un peu résumé comme ça en début de saison par les médias, malheureusement. Mais c'est des principes de jeu qui sont extrêmement pragmatiques et qui reposent sur un tempo de jeu parfois très lent, donc qui font quelque chose de peu spectaculaire, que les médias ont peut-être eu du mal à apprécier ou à comprendre. C'est doucement en train de s'enverser. Il y a une super interview avec Daniel Riolo notamment. RMC est en train de plutôt nous brosser dans le sens du poil. De la même manière qu'on commence à parler positivement de Éric Roy et du Stade brestois, je pense qu'en fait, quand un feuilleton commence à durer, on se pose de moins en moins la question de quand ça va s'écrouler et plutôt de pourquoi ça marche. Mais on entend toujours ce discours disant en fait que l'OGC Nice, c'est chiant à garder. C'est dit un peu crûment, mais tu comprends le discours-là, toi ? Alors, on a fait le débat dans le dernier podcast, est-ce qu'on est condamné à se faire chier jusqu'à la fin de la saison ? Donc on le comprend et on l'intègre en particulier. Est-ce que je le comprends ? Oui, puisque, comme je le disais, on est très content des résultats, on est très content du groupe qu'on a. Il y a énormément de joueurs qu'au-delà des résultats, on apprécie. Alors humainement, c'est peut-être pas le mot parce qu'on les connaît pas, on va pas manger des pizzas avec eux non plus, mais des joueurs qui correspondent vraiment à l'ADN du club. On est vraiment dans une phase ultra positive entre le club, l'équipe, les supporters et les résultats. Donc on s'en félicite de ce côté-là, mais voilà, on n'est pas naïf. Le spectacle sur le terrain, c'est pas ça. C'est pas la saison avec Lucien Favre, c'est pas la saison avec Hatem Ben Arfa, par exemple. Donc je le comprends tout à fait. Là où je le modérerai un peu, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait 17 équipes qui jouent mieux que l'OGC Nice, en fait, en Ligue 1. J'ai pas l'impression que le PSG, qui est largement leader, déroule un jeu particulièrement léché, flamboyant. Monaco, qui est notre principal poursuivant avec vous, j'ai l'impression que la moitié du temps, c'est quand même dégueulasse et qu'on remet en cause la place de leur entraîneur. Marseille, n'en parlons pas. Lens, ça n'a rien à voir avec les saisons précédentes. Et après, je passe... Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme équipe qui produit un meilleur jeu ? Peut-être vous, et on en parlera après. Admettons Lille et Reims, qui ont traditionnellement quand même des équipes plutôt séduisantes. Et je crois que c'est à peu près tout. En réalité, le reste, on a une Ligue 1 qui, cette saison, je trouve, ne propose pas un spectacle franchement flamboyant.
Peut-être avant de venir vraiment sur le match de dimanche, il y a un autre point commun dans les discours médiatiques autour de Brest et de Nice depuis plusieurs semaines, c'est de dire que finalement, c'est deux équipes qui ont fait un super début de saison, mais qui sont un peu condamnées à s'écrouler en deuxième partie de saison. Est-ce que tu trouves que c'est une critique réaliste ou injuste pour Nice? Est-ce que tu penses en fait que vous pouvez aller jusqu'au bout? Je pense qu'on peut aller jusqu'au bout. J'en suis pas sûr. Je suis pas en train de t'annoncer qu'on va finir en Ligue des Champions de manière certaine. Mais, mais en même temps, notre succès sur la phase aller se base sur une excellente défense. Et en réalité, c'est pas nouveau de cette saison, hein. On a une des 2 ou 3 meilleures défenses de Ligue 1, sans exception depuis 3 saisons. On a une certaine stabilité avec Jean-Claire Todibo et Dante qui sont un international français, un vainqueur de Ligue des Champions. On a un super gardien, on a des latéraux qui fonctionnent plutôt bien et on en a encore recruté un nouveau en la personne de Valentin Rosier cet hiver. Donc en fait, je vois pas de raison pour laquelle cette défense pourrait s'écrouler, sauf si Todibo ou Dante se fait les croisés ou que Bulka, et encore on a recruté Maxime Dupé, se recasse l'épaule. Enfin voilà, sauf événement très particulier. Il n'y a pas trop de raison que la principale force de notre équipe ne le soit plus, puisque ça l'est sans discontinuer depuis 3 ans. Après, on gagnera peut-être moins de matchs parce que si la défense est un peu plus... au lieu de se prendre 0 but pendant 10 matchs d'affilée, en prend 1 ou 2, et tu feras un peu moins de victoires 1-0, des matchs nuls se transformant en défaites. Voilà, c'est des évidences que je dis là. Mais effectivement, on peut faire une phase retour moins bonne que la phase aller. S'écrouler, je ne vois pas pourquoi. Le club a fait en sorte aussi qu'on se renforce à des postes clés au mercato d'hiver. Ce serait étonnant que vraiment ça tourne au cauchemar et que le club soit en chute libre au classement. Surtout qu'encore une fois, je sais que je regarde beaucoup les autres, mais bon, à part votre dynamique qui est particulière, mais j'ai pas l'impression que les clubs programmés pour être sur le podium, hein, Monaco, Lille, Marseille, peut-être Rennes, j'ai pas l'impression que ça aille mieux et j'ai pas l'impression qu'on soit chassé par des clubs qui sont dans la forme de leur vie, bien au contraire. C'est encore le temps d'arriver d'ici la fin de la saison naturellement, mais je me sens pas chassé à grande vitesse par des équipes qui sont dans une meilleure dynamique que l'OGC Nice. Tu parles de dynamique, Brest c'est effectivement l'équipe en forme du moment, c'est 6 victoires et 2 nuls sur les 8 derniers matchs, une performance assez probante au Parc des Princes. À partir de là, c'est quoi les ambitions de Nice en venant à Brest? Est-ce que c'est la victoire ou finalement un match nul? C'est pas une mauvaise opération. Je te dirais toujours la victoire, hein, parce que ça serait une super opération au classement. Ça serait vous mettre à 6 points. Donc, bien sûr, il reste des matchs, mais ça serait quand même envoyer aussi un signal très fort et t'installer comme le véritable prétendant légitime à la place de Dauphin pour la fin de saison. Et tu aurais rebelote pour nous le même match la semaine suivante face à Monaco, du coup, avec les mêmes idées, les mêmes ambitions, en plus de la suprématie régionale, comme tout bon derby qui se respecte. Mais après, bien entendu que, vu notre dynamique à l'extérieur, hein, on reste sur 3 défaites en Ligue 1 et un match, une qualification où on s'est fait peur jusqu'au bout à Bordeaux, modeste 15e de Ligue 2 à ce moment-là. On a eu du mal à s'imposer 3-2 en fin de rencontre. Je pense qu'aucun Niçois serait déçu d'un match nul. Le scénario du match comptera forcément après dans l'appréciation du résultat, mais à la fois vous tenir à 3 points, nous cesser cette difficile dynamique à l'extérieur, ça serait malgré tout un point positif qu'il faudrait valider après par une qualification en Coupe de France et une victoire contre Monaco dans le derby, évidemment, pour remettre la marche avant. Et comment tu expliques cette ambivalence entre les résultats à l'extérieur de Nice et les résultats à domicile sur les dernières semaines? On marque très peu de buts. Surtout que, précisons quand même les 3 défaites. Donc c'est face à Rennes, qui fait la saison qu'on connaît, face à Nantes, et je crois que c'est face au Havre, Ouais. le 3e. Donc c'est pas des équipes qui roulent sur le championnat. Non, mais vraiment, résumons ça par on marque très peu de buts. À domicile, on arrive à être particulièrement imperméable. Je crois que c'est 2 buts encaissés cette saison à l'Alliance Riviera. Donc forcément, ça t'aide à gagner, par exemple, le dernier match face à Metz sur un penalty en fin de rencontre. Bon, qu'il fallait certes transformer, mais du coup, qui te permet d'emporter les 3 points sans avoir été capable de mettre un but dans le jeu à une piètre équipe de Metz qui est
je pense, est la pire équipe qu'on a affrontée cette saison en confrontation aller-retour pour l'instant. Donc forcément, à l'extérieur, où tu prends un petit peu plus de buts, où tu as un peu plus de chances d'être mené au score, et on sait que on a eu cette folle série où on n'encaissait pas de buts, on n'a jamais été mené au score pendant les, je crois, 13-15 premiers matchs de la saison. Peut-être qu'on n'a pas encore le ressort, trouvé le ressort mental. On n'a pas fait le match où on a été capable de retourner la situation. Voilà, l'OGC Nice, quand on est mené au score, c'est uniquement des défaites. Donc j'espère qu'il y a un moment dans cette saison où on arrivera à retourner la situation à notre avantage, mais je pense que c'est voilà, il n'y a pas encore eu le précédent, et il n'y a pas encore eu le fait que notre équipe arrive à se prouver qu'elle peut retourner en fait n'importe quelle situation. Donc vraisemblablement, si vous ouvrez le score, après on devra courir après le score pour aller chercher la victoire, et on sait que dans les préceptes de jeu proposés par Francesco Farioli, il y a quand même beaucoup la possession du ballon, la maîtrise, ralentir le tempo pour attendre l'équipe adverse et attendre qu'elle se projette, qu'elle fasse une erreur, qu'elle libère des espaces. Si tu es mené au score, c'est à toi de faire le jeu et c'est toi qui t'exposes. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable par rapport à ce qu'on essaie d'installer comme façon de jouer depuis le mois d'août dernier. Et justement, si la clé du match, c'est de mener, déjà, il faut mener. Et finalement, c'est quoi un peu les solutions pour forcer le verrou niçois ? Est-ce qu'il y a un secteur ou un joueur qui te semble pas forcément très fiable aujourd'hui à Nice ? Non, le pire, c'est que non. Alors, sur les derniers matchs, et notamment à l'extérieur, je trouve que notre milieu de terrain n'a pas su répondre présent, que ce soit à la fois dans les duels et à la fois dans la construction du jeu, ce qui fait que le ballon arrivait très très vite sur notre défense centrale. Alors une défense centrale impériale, hein, encore une fois, Dante Todibo, donc sur laquelle la plupart des attaquants de Ligue 1 se cassent les dents, mais bon, au bout d'un moment, ça reste des êtres humains, donc c'est un peu compliqué pour eux de résister à tous les assauts s'il n'y a pas de premier rideau défensif. C'est vrai que il y a un peu une difficulté à retrouver la formule vraiment qui se complète vraiment bien, tout simplement au milieu, parce que je sais pas trop à quoi c'est dû. On a beaucoup de joueurs de qualité, c'est vraiment le secteur de jeu où les postes sont plus que doublés, mais il y a une formule encore à identifier. Alors on a déjà récupéré la semaine dernière Hicham Boudaoui, qui est rentré de la Coupe d'Afrique des Nations suite à l'élimination de l'Algérie. Ça nous laisse une possibilité de plus, et un joueur qu'à titre personnel j'adore en plus. Et d'ailleurs, à titre statistique, tu regardes les matchs avec et sans Boudaoui, tu divises par 2 ton nombre de points quand il n'est pas là. Donc il est assez important dans le collectif niçois. Je pense que si on arrive à trouver la bonne équation au milieu de terrain, avec en plus notre solidité défensive, on prendra très peu de buts. Maintenant, vu notre incapacité à marquer, je crois qu'on est à 20 buts en 19 matchs, on peut très bien perdre à 1-0, c'est-à-dire on rentrera la queue entre les jambes à Nice. Justement, tu parles d'incapacité offensive, d'autant plus que Nice va se présenter sans Terem Moffi. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de faire le point. Est-ce qu'il y a des absents à Nice ? Terem Moffi absent, du coup, Jérémy Boga également, parce que la Côte d'Ivoire continue son parcours à la CAN. Petite incertitude sur la présence ou non de Youssef Attal dans le groupe, puisqu'il a eu droit à quelques jours de rab suite à l'élimination d'Algérie, et puis pour les raisons extrasportives que vous connaissez probablement, même si le club officiellement considère qu'il fait partie de l'effectif. Voilà, on ne sait pas très bien de quoi est fait son avenir à Nice, d'autant plus qu'il est censé être en fin de contrat au mois de juin. Sinon, a priori, je n'ai pas d'infos sur des blessés de la semaine à l'entraînement, mais on devrait compter sur un groupe complet. Un groupe complet du côté de Brest également. Cette équipe de Brest, toi, elle t'inspire quoi ? Je ne sais pas si tu as pu les voir de temps en temps, peut-être par exemple contre Paris le week-end dernier. Elle m'inspire le fait que, c'est le poncif, le groupe vit bien. Il y a un peu de ça. C'est une équipe qui, en fait, s'est trouvée. Une équipe qui est en pleine bourre, parce que je pense que les joueurs sont vraiment dans une cohésion maximale, que ce soit humainement ou sportivement, qui de toute façon a très bien compris que elle n'avait rien à perdre en réalité. Là, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire assez sereinement que le maintien est acquis pour Brest, ce qui était probablement l'objectif
l'objectif initial, même si je pense que on a été à votre place il y a quelques années, tant que mathématiquement ce n'est pas fait, vous faites encore tous les scénarios possibles et catastrophes, mais voilà, le maintien est acquis. Et en fait, à partir de là, qu'est-ce que c'est le pire qui pourrait arriver, terminer à la 7e ou à la 8e place, qui serait la première place non qualificative? Ben, tu seras déçu, mais tu aurais signé pour ça de toute façon en début de saison. Et tu sais que plus les matchs avancent, plus les points vont être difficiles à rattraper. Et au final, de la même manière que je te disais tout à l'heure que nous, on ne se voit pas encore dans une équipe légitime à jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, quand tu vois qu'en fait tes concurrents directs n'ont pas meilleure figure que toi, bah, tu commences à te dire bah, pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'aurais de moins que ces autres équipes. En fait, je pense que Brest se dit aujourd'hui, on produit un football qui est pas plus moche, voire même mieux que la plupart des équipes, je pense notamment à la mienne, qui sont dans cette zone-là au classement. On perd personne d'important, ou en tout cas, voilà, on arrive à maintenir une cohérence sportive dans l'équipe. Il y a de moins en moins de matchs à jouer, donc on s'y voit de plus en plus. Et à mon avis, ça c'est bien un truc qu'il y a dans la tête des joueurs, et je reconnais volontiers ça comme qualité à Eric Roy, c'est-à-dire d'enlever absolument toute la pression médiatique à son groupe pour la prendre sur lui, et pour communiquer exactement ce qu'il pouvait communiquer à notre équipe il y a 10 ans, en disant les gars, qu'est-ce que vous avez à perdre? Jouez votre football, et puis de toute façon l'objectif c'est le maintien, il est acquis, le reste c'est pas l'objectif et c'est pas notre problème. On se posera probablement la question à la 30e journée. Très bien, on se posera la question à la 30e journée, c'est une très belle phrase, on espère qu'elle sera vérifiée. On espère que quelque chose ne sera pas vérifié, enfin, je sais pas, je vais te le demander, mais c'est quoi ton pronostic? Et sachant que si je te demande finalement un double pronostic, le premier c'est le pronostic pour le match de ce dimanche, et le deuxième, qui est déjà très audacieux, c'est est-ce que tu penses que Brest et Nice seront tous les deux européens en fin de saison? Je vais te dire un partout pour le pronostic, avec j'espère s'il doit y avoir un but brestois que ce soit un but de Pierre Lesmelou. Voilà, ça c'est parce qu'on a apprécié son passage à l'OGC, et je suis content de voir que voilà, qu'il prend la dimension qu'il méritait, je pense, pour un super joueur, tant qu'il n'est pas devant le but vide, parce qu'il a tendance à la mettre à côté. Mais bon, ça c'est autre chose. Et je pense qu'il y a de fortes chances que et Nice et Brest soient européens. Si je vais même m'aventurer un prono, je dirais que Nice jouera la 4e place, donc entre la Ligue des Champions et l'Europa League, et je vous vois bien dans le pire des cas 6e, 7e, avec pourquoi pas une place en Conference League. Et en fait, c'est même pas tant pour vous dénigrer que pour dire, pour un club du standing de Brest, c'est peut-être plutôt bien de commencer par la Conference League et d'essayer d'y exister, plutôt que d'aller dans une compétition supérieure et juste faire du tourisme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'applique à Nice. Moi, je serais très content si on joue la Ligue des Champions, mais si c'est pour finir avec 0 points, je préfère rejouer un quart de finale de Coupe d'Europe comme on a pu le faire la saison dernière, avec la malheureuse issue qu'on connaît, mais de faire un véritable parcours en fait, et pas d'être la risée de l'Europe. C'est un très beau message, on l'écoute, on espère en avoir besoin. On te remercie une nouvelle fois, Sky. On se retrouve ce dimanche pour ce qui est donc le choc au sommet. C'est inattendu, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Grave, c'est partagé, et merci pour l'invitation. Et dorénavant, je vous dis à bientôt, parce que je pense que j'ai une certaine fatalité. Je sais que je vais revenir dans ce podcast, mais c'est toujours avec plaisir. Chaque fois que tu es vainqueur,
Une